la gabonaise. Mesdames et messieurs, préparez-vous à un moment clé de la politique gabonaise. Ce soir, sur la news gabonaise, un discours puissant, un message sans détour, Daniel Megara prend la parole. Fini les faux semblants, fini les illusions. Il ne veut plus entendre parler de Brice Oligui. Il est plus que jamais déterminé à remporter les élections et met en garde contre les faux opposants qui trahissent le peuple. Quels sont ses plans? Qui vise-t-il réellement? Que réserve-t-il aux électeurs gabonais? Un discours incisif, un tournant pour l'avenir du Gabon. Restez avec nous, c'est dans un instant sur votre chaîne, la news gabonaise. Et il est allé prendre 100 milliards là, uniquement pour l'objectif de financer la campagne. Sa campagne, c'est-à-dire qu'il va arroser des associations comme Osiman, mais aussi créer de faux candidats. Attention, parce que c'est la pratique bongoïste qu'il va adopter. Sous Bongo, on finançait de faux candidats. Et cela donnait le change, donnait l'illusion d'une compétition électoraliste, alors qu'en réalité, ils sont tous financés par le régime. Et après l'élection, on les voit parachuter au poste de ministre, partage du pouvoir, ainsi de suite, simplement parce qu'en fait, c'est des choses manipulées dès le départ. Et c'est ce manège que vous voyez déjà. Des gens qui critiquaient Oligui, qui disaient qu'il a été mal, que c'était un tricheur, c'est une révolution de palais. Ils se sont opposés au référendum, ils ont dit non, on vote non. Oligui, c'est un imposteur. On a traité Oligui de tous les noms, mais bizarrement, ce sont ces mêmes personnes qui sont allées se courber comme des équerres devant lui. C'était pathétique de voir ces photos-là. Oligui qui est là debout, et eux, ils sont là comme tout petits, comme des gens qui tremblotent, devant quelqu'un que vous avez déjà accusé de n'être pas légitime. Mais bon sang. Mais bon sang. Et donc, la réalité est que si vous voulez que je vous donne un filtre qui va vous permettre de savoir qui est qui, nous, on réduit toujours nos consignes en consignes mathématiques. Il faut généralement mathématiser vos analyses. Et l'analyse se tient en 4 phrases. Si la personne que vous connaissez, qui sera candidate demain, a jamais un jour travaillé sous les bongos de près ou de loin, ou si vous avez vu cette personne serrer la main d'Omar Bongo ou d'Ali Bongo, ancien ministre, tout ce que vous voulez, quel que soit le lien, cette personne-là ne peut pas être votre candidat. Soyons clairs. Toute personne ayant serré la main d'un bongo, toute personne ayant travaillé sous les bongos, ne peut pas se préoccuper de vous, ne peut pas être votre candidat. Mais on prolongera cela en disant aussi, toute personne que vous avez un jour vue en photo, comme sous les bongos, mais en photo avec Oligui, se serrant la main, ils sont allés se rencontrer, qui vont vous dire ils sont opposants, mais ils ont été serrés la main d'un homme, je dis bien d'un homme, qui a volé ses titres, qui a même commis une offense envers vous les Gabonais, parce que ce qu'il a fait, c'est quoi? Il fait un coup d'État, mais prend le pouvoir, arrache le pouvoir à un civil qui a gagné l'élection. Ondosa aurait dû être le président du Gabon aujourd'hui, mais il y a une sorte d'offense là, criminelle, qui est que on n'a pas remis le pouvoir aux gagnants. Donc Ondosa devrait être le président. Mais là, il a arraché ce pouvoir pour lui-même. Acte hautement illégal, hautement criminel. Donc, cette personne-là, qui va être candidate demain, mais qui aura aussi des candidats satellites, qui vont être ceux-là qui vont donner l'illusion de la démocratie. Mais faites le filtre. Si jamais une de ces personnes, un jour, vous l'avez vue en photo avec Oligui, vous avez vu cette personne aller serrer la main à Oligui, vous avez vu cette personne travailler de quelque manière que ce soit, dans la transition, que ce soit député ou j'en sais rien, en quelque position que ce soit, et qu'elle est candidate demain, sachez que cette personne travaille avec Oligui et pour Oligui, c'est tout.
C'est quelqu'un qui a déjà reçu son enveloppe jaune, son double cabine, peut-être sa villa, toutes ces personnes. Ça, c'est votre filtre. Il est simple, hein, je n'ai pas parlé compliqué. Vous les connaissez tous. Mais en contrepartie, ce que je dis, c'est ceci. Vous connaissez mes faiblesses, les faiblesses que nous avons en fait dans l'opposition de manière générale, parce que mes faiblesses, c'est un peu celle de l'opposition un peu sincère. C'est-à-dire des gens qui n'ont jamais travaillé avec le système, des gens qui se sont refusés à travailler avec ce système, des outsiders comme moi. La seule chose qui me distingue des autres, c'est que j'ai une plus grande longévité en tant qu'opposant radical que beaucoup de jeunes aujourd'hui, que ce soit dans la diaspora ou ailleurs. J'ai aussi la meilleure capacité de mobilité, c'est-à-dire que en dehors du fait que j'ai créé un bongo doit partir en 1998 et je n'ai jamais trahi, vous ne m'avez jamais vu en photo avec un bongo, quel qu'il soit, vous ne m'avez jamais vu en photo avec Oligui, jamais accepté de poste. Mac Joktan était venu un jour me voir, j'ai filmé cette rencontre, elle est dans YouTube. Tapez Mengara Joktan. Joktan, c'est l'évêque, hein, Mac Joktan. Tapez son nom. Vous verrez une vidéo où le Bongo l'avait envoyé, je crois en 2005 comme ça, pour dire, écoutez, Mengara, Omar, le président veut vous voir, blablabla. Je l'ai rejeté comme un chiffon mouillé. Allez voir. Ça, c'est Mengara. Parce que je sais généralement que quand un dictateur vous invite, c'est pour vous corrompre. C'est toujours prends la voiture, prends la villa, machin, prends le sac d'argent. Alors que moi, je me bats à un autre niveau. Je me bats au niveau où je dis le bonheur des Gabonais est beaucoup plus important que moi. Moi, j'ai déjà ma carrière universitaire. Je suis professeur des universités. Mais ce qui m'embête, en fait, c'est que même dans mon petit coin où je veux manger mon argent, la misère que j'ai laissée au Gabon ne cesse de me poursuivre aux États-Unis. Et pourtant, j'ai envie d'être égoïste aussi. Juste manger pour moi-même, mon travail, le fruit de mon labeur. Sauf que la misère que j'ai laissée au Gabon me poursuit aux États-Unis. Quand j'entends un coup de fil du Gabon, ce n'est jamais pour dire « Oh, Mengara, comment ça va ?» C'est toujours « Oh, envoie le MoneyGram, envoie le Western, envoie le MoneyGram. » Ça veut donc dire que mon petit argent que je travaille ici, que j'ai envie de consacrer à ma petite famille, je dois le partager avec les miséreux qui me demandent de l'aide depuis le Gabon. J'ai donc compris que je ne m'en sortirai jamais, même si j'étais ministre aujourd'hui. Et vous voyez, les ministres, hein, ils deviennent tous pauvres une fois qu'on arrête le cordon ombilical du poste. Ils deviennent tous pauvres parce qu'il faut renflouer ces dépenses-là, ces soutiens. J'ai déjà parlé à d'anciens ministres qui vous disent « Ah, quand vous êtes ministre, devant chez vous, c'est une queue de parents, tout le monde vient demander. Votre petit salaire de ministre ne suffit pas. Il faut maintenir le cordon ombilical pour continuer à alimenter tout ça. » Donc moi, j'ai compris que l'équation ne sera jamais à mon niveau. Je n'ai pas la capacité de nourrir tout mon clan, toute ma tribu. Par contre, si le Gabon s'arrange et que toutes ces personnes qui m'appellent ont un emploi demain, la situation va changer. J'aurai moins d'appels et en fait, quand j'aurai des appels cette fois, ce sera souvent des gens qui vont enfin simplement m'appeler pour dire « Mengara, comment ça va ?» J'ai envie d'entendre ça pour une fois. Que quelqu'un m'appelle et ne me demande rien et dit simplement « Mengara, comment ça va ?» Vous voyez, si on résout la question gabonaise, l'emploi, et c'est une affaire de au maximum 5 ans, tout est résolu. Ça veut dire que moi, Mengara, je peux mourir tranquille avec mon argent, que je peux enfin manger avec ma famille, parce que le Gabon va bien. Tous les Gabonais vont bien. Ils mangent à leur faim, ils ont de l'emploi. Et l'emploi n'attend pas qu'on soit à 30 ans. Parce qu'aux États-Unis, ici, quand vous créez un dynamisme économique, même l'enfant de 15-16 ans commence à travailler déjà. Les enfants de 15 ans, 16 ans ont déjà des comptes de retraite parce que quand on leur paie leur petit salaire, là, ils vont dans les magasins, ils remplissent les sacs de nourriture et tout, ils ont des salaires. Ça soulage déjà leurs parents. Là où les parents devaient acheter les habits et tout, eux-mêmes achètent parce qu'ils ont des petits emplois. À 15-16 ans, c'est eux qui travaillent ici dans les McDonald's, les petits lycéens. Imaginez si on crée la même chose au Gabon. Des petits emplois partout. Les petits lycéens, là, n'embêtent plus les parents pour l'argent du taxi, pour la tenue de l'école, parce qu'eux-mêmes, pendant l'été ou pendant l'année scolaire, ils travaillent, ils gagnent leur petit argent. Le soir, ils finissent leur devoir, il va faire 2 heures dans un magasin à remplir les sacs. Voilà la réalité. L'emploi sera une solution pour tous les Gabonais demain. Mais nous ne pouvons pas continuer avec ce qu'on voit sous Oligui. Madame Adibé vous l'a dit, un chômage à 40-45% aujourd'hui, le Gabon est essoufflé.
On vous parle de pause budgétaire, mais toute l'économie d'un pays ne dépend pas des pauses budgétaires. Les pauses budgétaires, c'est l'État. Mais il y a le privé. Où est le privé gabonais qui devrait absorber la main-d'œuvre? Il est où? Il est où? Parce que tout ce qu'on vous vante là, c'est l'État. Mais l'État ne peut pas. Voilà pourquoi la Banque mondiale, le FMI, les agences de notation vous disent c'est pas viable. L'économie gabonaise n'est pas viable parce qu'elle repose trop sur l'administration publique. L'administration publique ne peut pas embaucher tout le monde. La seule manière de créer de l'emploi, c'est dans le privé. Des initiatives qui n'ont rien à faire avec l'État, mais l'État doit créer un contexte permissif, tout simplement permissif. Permissif de la libre entreprise. Mais la libre entreprise ne va pas sans liberté d'expression. On ne va pas dire, par exemple, comme on le voit aujourd'hui, les syndicats, si vous voulez faire la grève, on vous enlève de vos boulots, comme Oligui menace souvent, et on vous met les covos. Vous ne pouvez pas faire ça dans un pays où vous voulez développer une économie viable, parce que les syndicats, c'est eux en réalité qui sont les tireurs de sonnette d'alarme. Quand rien ne va, ils signalent ça au gouvernement. Parce qu'un gouvernement c'est pas Dieu. Le gouvernement ne sait les problèmes que parce qu'il y a des associations de la société civile qui signalent les problèmes, parce que les syndicats signalent les problèmes. Donc, en réalité, diriger un pays, c'est en fait s'asseoir et écouter. Dès qu'un syndicat boude là, vous dites, OK, venez, quel est le problème? Expliquez-moi le problème. Et vous essayez de parler pour comprendre. Et vous allez résoudre ce problème de manière rationnelle, pas menacer. Voilà pourquoi vous verrez qu'aux États-Unis, il y a très peu de grèves. Hein. Vous verrez rarement une grève nationale aux États-Unis. Ça n'existe pas. Parce que ces gens négocient en amont tous les problèmes. En amont. En amont. Les grèves, c'est des partenaires sociaux qui se parlent. Parce qu'en réalité, vous ne gérez pas un État en autarcie. Vos partenaires, on les appelle partenaires sociaux parce qu'en réalité, c'est avec eux que le gouvernement travaille. Les syndicats, c'est des partenaires sociaux. Vous gérez le pays avec eux. C'est une gouvernance mutualisée. Mais vous pensez que vous allez vous asseoir et ne pas écouter vos syndicats, mais vous allez diriger votre pays comment? C'est eux qui sont un peu comme votre peau qui vous signale s'il fait chaud ou froid. C'est eux vos sens, c'est eux vos yeux. Vous avez en fait intérêt à écouter vos journalistes parce qu'ils tirent toujours la sonnette d'alarme. Il faut donc une liberté d'expression totale. Vous avez besoin d'écouter vos syndicats parce que c'est eux qui vous signalent les problèmes économiques dans leur domaine. Vous avez besoin d'écouter la société civile. Même les petits là dans la diaspora. Là. Vous voyez comment les petits dans la diaspora nous ont montré que Persis Sessono avait un faux CV. Ce n'est pas le gouvernement qui a découvert ça, c'est des gens. S'il n'y avait pas eu ces petits jeunes-là, les activistes et tout ça, le gars là serait assis là sur un faux CV en train de gérer 500 milliards de notre pays. Et si on a faussé son CV, entre ça et quand on est faussaire dans un domaine, j'ai l'impression que cette même mentalité peut aller dans les détournements d'argent. Donc moi, je suis candidat parce que je crois que je peux changer cette réalité. Je suis un outsider, personne ne me contrôle. Je suis professeur des universités. Ce n'est pas une petite chose. Je suis employé aux États-Unis depuis 1996. Professeur au New Jersey. Il n'y a plus de rang au-dessus de moi. Je suis professeur, un titre de professeur. Ça veut dire que je ne suis pas un crève-la-faim, machin, qui fait comme vous voyez là les faux CV. Vous pouvez aller chercher là, vous verrez mon université, Montclair State University. Vous trouverez mon nom là dans la liste des professeurs. Ça ne se cache pas. Ce n'est pas un truc fabriqué. Voilà. Ça veut dire que je peux me taire et manger tranquillement mon hamburger, comme on dit souvent, Mengara il est là-bas, Coca, la baie gauche, hamburger à la baie droite. Oui, je peux manger ça sans problème tout le reste. Bah oui, où est mon problème? Est-ce que vous m'avez élu, quelqu'un m'a élu pour aller libérer les Gabonais? Non. C'est juste que la misère du Gabon me prive de sommeil la nuit. Et les appels là, du Western Union, MoneyGram, ça m'énerve. J'ai envie de m'en débarrasser. Et la seule manière de le faire, c'est créer les conditions du plein emploi pour tous les Gabonais, de la dignité pour tous les Gabonais. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, mes chers compatriotes, qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. Je suis, sans prétention, le seul qui soit suffisamment propre, je dis bien suffisamment propre, pour pouvoir me battre pour vous.
mais aussi le seul pour aller à une élection où je dis, si on me vole mon vote, on casse tout. Et quand je dis on casse tout, ça sonne bizarre. Non, on fait ce que les citoyens font dans tous les pays du monde. Quand vous avez un dictateur, vous le faites chuter par ce qu'on appelle la force démocratique de la rue. C'est tout. Et ce n'est pas une question de violence. Quand Blaise Compaoré est tombé, régime militaire, c'est le peuple qui l'a foutu dehors. Quand Moubarak est tombé en Égypte, c'est le peuple. En Tunisie, c'est le peuple. Les printemps arabes, c'était quoi? C'est les peuples. Le Sénégal, où 2 chefs d'État successifs ont failli manipuler le système. Abdoulaye Wade a failli manipuler. Les Sénégalais sont allés dans la rue, ils ont empêché. Macky Sall, qui était pourtant le protestateur contre Wade, il arrive au pouvoir, lui aussi il veut faire la même chose. Les Sénégalais ont protesté. Voilà pourquoi il y a Sonko au pouvoir aujourd'hui avec Faye. En essayant d'éliminer Sonko, ils n'ont pas compris que Sonko pouvait s'arranger avec quelqu'un d'autre pour gagner l'élection, malgré tout. Donc, mes chers amis, vous savez déjà ma faiblesse ne se cache pas. J'ai mes 100 millions parce que nous, on a calculé que le minimum pour nous, c'est 100 millions. Surtout que même si on a vu des gens parfois dans les chats là nous proposer, mais pourquoi vous ne faites pas ça comme Sonko, un candidat caché, machin? Mais oui, pour faire ça, ça veut dire qu'il faut avoir 60 millions pour 2 candidatures. Parce que, quel que soit le cas, on ne peut pas substituer 30 millions et 30 millions. Il faut positionner les 2 candidatures en même temps. Donc, ça veut dire que les 2 dossiers doivent être complets avec 30 millions chacun. On doit les analyser. De telle sorte que si ma candidature est acceptée, l'autre retire la sienne. Mais il ne peut pas la retirer tant qu'on n'a pas évalué les 2. Donc, il faut en fait avoir les 60 millions dans le dossier. Peut-être qu'ils ne sauront pas que l'un des candidats, c'est mon gars. Stratégiquement. Vous voyez? C'est tout. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que même dans ce cas de figure, Sonko faille. Il faut 60 millions rien que pour ça. Donc, quand nous, on demande 100 millions, vous voyez qu'on est modeste parce qu'on ne vient pas au Gabon pour vous corrompre. On sait très bien qu'on n'a pas besoin de ça. On sait aussi que Ondosa était comme moi. C'est-à-dire, il n'avait pas les moyens lui-même. Ondosa n'avait aucun moyen. Ondosa n'a eu que l'annonce de sa candidature une fois, mais il n'a pas fait de meeting public. Ce n'est que dans la dernière semaine que, dans la foulée d'alternance 2023 et l'idée de la candidature unique, les autres l'ont choisi. Donc la campagne de Ondosa a été battue au pas de course en une semaine. Et ça a suffi pour qu'il gagne, dans les urnes. Sauf qu'après, il a fait comme les Jean Ping et les autres, c'est-à-dire qu'il a préféré choisir les protestations dans les médias au lieu d'organiser le peuple pour aller récupérer dans la rue le pouvoir qu'on leur a volé dans les urnes. C'est une erreur que moi, je ne suis pas prêt à faire parce que j'ai été le créateur du mouvement Bongo doit partir qui avait déjà conclu qu'au Gabon, on ne changera jamais par les urnes. Vous pouvez aller dans les urnes et gagner, mais les urnes ne peuvent être que le prétexte pour aller arracher le pouvoir que vous savez qu'on va vous voler dans la rue. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez me dire il est violent, machin, je vous le dis, il n'y a pas d'autre solution. Je vous parle le langage de la vérité. Mais vous avez besoin d'un leader qui n'est pas convivial, qui est armé pour un combat politique tel qu'on ne l'a jamais vu au Gabon. C'est ce que nous préparons depuis des années. C'est ce que nous, on prépare. On a été Bongo doit partir, et puis on a changé pour devenir Congrès des citoyens libres. Mais la réalité reste la même. La réalité reste la même. Nous, on ira chercher dans la rue de manière prédéterminée. Parce qu'on ne voit pas Oligui organiser l'élection et la perdre et puis nous donner le pouvoir. Non, non. On sait qu'on peut le battre. Enfin bon, j'avais pas envie d'être méchant, quand même. Voilà. Mettez-moi Oligui dans un débat avec moi et on va voir. J'ai vu un commentaire l'autre jour d'un gars qui a posté en disant mais si on met Oligui et Mengara à la télé dans un débat, c'est Oligui qui va sortir son arme là en plein live et mettre une balle dans la tête de Mengara. Mais qu'on me mette en débat avec lui. On va un peu l'entendre. Il va venir dire quoi? Tu me connais, non? Tu me connais, vous me connaissez, non? Parce que lui, c'est ça. Il n'est que dans la violence. Il ne fait que menacer. Il parle au Gabonais, c'est toujours la menace. Vous lui enlevez le discours écrit, il chute tout de suite dans la menace. C'est incroyable. Et apparemment, il sait tout faire. Il sait faire du béton. Il va faire, par là où on fait un mètre de béton, il est maintenant le bétonneur en chef. Il va voir les agents de la SEG, il les gronde. Oh, c'est vous. Oubliant qu'en fait, c'est eux, le CTR, qui ne paient même pas ses factures.
Vous grondez les agents alors que les agents vous regardent, mais vous racontez quoi? La raison pour laquelle la SCG ne marche pas, c'est pas parce qu'on ne travaille pas bien, c'est parce que l'État ne paie pas ses factures, hein, et deux, l'État ne finance pas les équipements dont la compagnie a besoin. L'électricité, c'est quoi? C'est les machines. Vous ne les achetez pas, on a de vieilles machines vétustes qui datent de 30 ans. On n'a jamais renouvelé. On aura beau gronder les directeurs et tout le reste là. On veut bien. Mais ce n'est pas ça qui produit l'électricité. Ce qui produit l'électricité, ce sont les turbines. Il faut les moderniser. Il faut envisager d'autres sources d'électricité. Pas les bateaux, machin là qu'on veut mettre au large là. Et où on va dilapider de l'argent du Gabon. Aujourd'hui, on en est à payer des milliards de conséquences, de pénalités à une compagnie turque. Où on est allé faire de la surfacturation avec un contrat, on ne sait pas comment ils ont pu signer un tel contrat, parce qu'en général, c'est des rétrocessions. Il y a des manigances qui se sont passées. Et on a enflé le prix du service au point où, aujourd'hui, vous avez signé un contrat, il faut rembourser. Donc, on paie une compagnie qui ne nous fournit aucun kilowatt d'électricité. Mais incroyable. Incroyable. C'est comme ces vaches qu'on nous rapporte. C'est la même chose. Quand on vous dit 7 millions par vache, ce n'est pas tellement que la vache a coûté 7 millions. C'est que quand vous regardez dans le budget global, les rétrocessions sont parfois même le plus gros montant. Que si la vache a peut-être coûté 3 millions, 4 millions représentent les rétrocessions. Il parle de 7 milliards, hein, professeur, dans la vidéo. J'ai entendu qu'il a dit que c'est les 7 milliards du chèque qu'on lui a remis qui ont permis de payer ça. Les bovins, etc. Donc, voilà. Et il utilise le mot tout. Parce que les gens disaient, mais non, il n'a pas dit ça. Mais il y a le mot tout dedans. Si, il le dit. Vous voyez? Voilà la réalité. Donc, moi, je vous dis, mes chers compatriotes, que oui, Oligui doit partir. Oligui ne peut pas diriger le Gabon. Il a montré son incompétence. On sait aussi qu'il est inéligible. Parce que si on était au Burkina Faso à l'époque de Blaise Compaoré, les Burkinabés auraient pu être dans la rue pour dire, en fait, Oligui lui-même n'est pas qualifié pour être candidat, puisque sa propre charte dit que si tu as été ministre, tu ne peux pas l'être. Seulement, il va s'imposer. Et en s'imposant, il va interdire à des gens comme moi de ne pas se présenter. Mais vous aussi, vous êtes comment? Non, mais Gabonais, cotisez. Nous vous demandons de cotiser. Cotisez pour qu'on ait les 100 millions. Cotisez. Vous pouvez avoir un petit montant, cotisez. Même si vous n'avez que la bière, parce que si vous buvez la bière tous les jours, vous sacrifiez une bière, vous cotisez ce montant-là. Mais l'idée, c'est qu'il nous faut les 100 millions. Madame Adibé vous l'a dit, c'est 72 jours. Mais en fait, on n'a pas 72 jours. On a peut-être même juste 30 jours. C'est tout. La Gabonaise.